Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, deuxième partie de notre émission spéciale consacrée au 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Les États-Unis figés dans le souvenir, plusieurs minutes de silence ont rythmé la cérémonie présidée par Joe Biden à New York. Pendant 3 heures, les noms des 2977 morts ont été égrenés un à un. C'était il y a tout juste 20 ans, 2 avions s'encastrent dans les tours du World Trade Center. Un autre s'écrase sur le Pentagone à Washington, un 4e en Pennsylvanie. Les États-Unis sont touchés par le plus grave attentat terroriste sur leur sol. Ces attaques vont façonner ce début de siècle. Quel a été l'impact des attentats du 11 septembre 2001 sur l'histoire contemporaine? Quelles conséquences sur nos vies de citoyens aujourd'hui encore? Ziad Majed, bonsoir. Vous êtes politologue, professeur à l'Université américaine de Paris, spécialiste du Moyen-Orient. Alain Rodier, bonsoir à vous aussi, directeur de recherche au sein du Centre français de recherche sur le renseignement, ancien officier de la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure. Une première question pour resituer la discussion qu'on va avoir. En quoi ces attentats du 11 septembre ont défini ce début de siècle? Qu'est-ce que vous retenez? Une idée? C'est-à-dire, c'est le premier attentat de masse de ce type qui a eu lieu. Je l'ai dit, on en reparlera certainement après. Nous n'étions pas étonnés du tout par cette affaire. Et on pourra en reparler après, parce qu'on l'attendait. Ziad Majed, qu'est-ce que vous retenez? Je pense qu'il y a eu deux choses. D'un côté, les attentats eux-mêmes, il y avait un effet de surprise dans le sens où on n'a plus besoin d'armes pour transformer un moyen de transport à une arme de destruction massive. Et le profil de ceux qui ont commis l'attentat n'était pas aussi un profil classique parce qu'ils avaient leurs mœurs, ils avaient leur résidence en Allemagne, des études. C'était des profils un peu différents. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, et rapidement, c'est ce qui va suivre, c'est-à-dire une philosophie de guerre qui n'a pas de fin, parce que c'est une guerre contre un phénomène, c'est une guerre contre un concept qui va définir les relations internationales et qui va permettre... Guerre des valeurs, c'est souvent guerre des civilisations, guerre des valeurs. Est-ce que c'est juste non, pas du tout. Ça a été décrypté comme ça. Ça a été décrypté par Bush et par Ben Laden de la même manière, et les deux ont dit soit avec nous, soit avec les autres. Je pense qu'on n'est pas du tout dans cette configuration. Par contre, c'était une guerre aussi qui va permettre à des États et à des régimes qui pratiquent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, de prétendre qu'ils font partie aussi de la guerre contre le terrorisme. Mais des démocraties aussi, ça a changé la façon de faire la guerre depuis le 11 septembre 2001. Le droit international n'est plus respecté? Non, je pense que globalement on le faisait avant, mais c'était pas aussi officiel. Et puis de toute façon, il y a une expression qui est complètement stupide. C'est guerre contre le terrorisme. On ne fait pas une guerre contre un moyen de guerre, contre un moyen de combat. C'est comme si pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous avions fait la guerre contre le Kriegspiel, la guerre éclair. Non, on faisait la guerre contre les nazis. Là, on faisait la guerre contre une idéologie. Et voilà. On part tout de suite en Afghanistan. On retrouve notre correspondant Wilson Fash à Kaboul. Bonsoir Wilson. Après 20 années d'occupation américaine, comment est ressenti ce 20e anniversaire des attentats par la population afghane ? Je pense qu'on peut parler de frustration, d'amertume, voire de colère, parce que pour beaucoup d'Afghans ici, eh bien, ils se disent aujourd'hui que cette guerre, elle a eu lieu pour rien, puisque 20 ans plus tard, le 11 septembre 2021, les talibans sont de retour au pouvoir, leur drapeau blanc et noir est partout dans la ville, leurs combattants armés jusqu'aux dents sont partout ici à Kaboul et à travers le pays. Et donc on a une population qui a énormément sacrifié, dont les maisons ont été bombardées par des avions de la coalition internationale, dont les proches ont pu être tués. Et aujourd'hui, ils se disent tout ça pour rien. Donc oui, énormément de frustration, de colère aujourd'hui à Kaboul, et peut-être aussi de l'indifférence. Je dirais que ces commémorations du 20e anniversaire du 11 septembre ne sont un non-événement ici. C'est très très loin des préoccupations des Afghans qui vivent une crise majeure. D'un mot rapide, est-ce que les talibans ont réagi à ces commémorations ? Non, pas de communication officielle. On a suggéré à un moment, il y a eu une rumeur comme quoi leur nouveau gouvernement taliban allait être inauguré aujourd'hui, ce qui aurait été bien sûr une insulte sans nom. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. Donc non, les talibans se sont fait discrets aujourd'hui en ce jour du 20e anniversaire du 11 septembre.
Merci beaucoup Wilson d'avoir été avec nous en direct de Kaboul. Et rappelez-vous, après l'Afghanistan, en mars 2003, les États-Unis lancent la deuxième guerre du Golfe en Irak, un pays lui aussi marqué par l'occupation américaine. Alors que représente ce 20e anniversaire des attentats contre les États-Unis? Réaction au micro de notre correspondante Sarah Samia Anfis. Ce 11 septembre semble être un samedi comme un autre ici à Bagdad, enfin en apparence, puisque cette date a bouleversé la vie des Irakiens il y a 20 ans. La guerre dite préventive lancée par Washington en 2003 a plongé le pays dans un chaos politique et sécuritaire et a favorisé la prolifération des groupes terroristes. Ici, nous sommes dans le quartier de Kerada, au centre de Bagdad, et en 2016, le groupe État islamique a perpétré un attentat à quelques dizaines de mètres de là sur un marché de vêtements et a fait plus de 300 morts. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces attaques et ces attentats sont continus ici en Irak. Et justement, avec le retrait des forces américaines d'Irak prévu à la fin de l'année, eh bien, les Irakiens craignent un scénario similaire à celui de l'Afghanistan et une recrudescence de violence dans leur pays. L'Irak a fait beaucoup de concessions depuis 18 ans, avec l'ancien régime et après 2003. On ne peut toujours pas s'exprimer librement. Notre liberté et nos volontés ont été volées par Saddam Hussein, puis par les Américains. Cette date du 11 septembre est douloureuse car elle fait référence à l'occupation américaine en Irak et à un profond changement géopolitique au Moyen-Orient. L'occupation américaine, c'est une trahison. C'est un acte délibéré pour imposer leur pouvoir dans le monde. Et avant eux, c'était les Britanniques. Regardez, ils ont quitté l'Afghanistan en laissant le pays face au terrorisme. C'est très dur. Diane Magène, les Américains ont perdu la guerre sur le terrain, mais ont également perdu la guerre de l'image? Oui, dans le sens où la force militaire n'est plus suffisante aujourd'hui pour imposer des solutions politiques et en même temps parce qu'il y a eu tellement de crimes de guerre durant les interventions américaines en Afghanistan et en Irak et puis une occupation qui n'était pas du tout approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui était basée sur des mensonges que Colin Powell avait diffusé durant la fameuse réunion. Lui-même reconnaît plus tard qu'il a été peut-être instrumentalisé ou manipulé par la CIA. Donc il y a eu des justifications qui vont être la base plus tard pour des théories de complot, qui vont nourrir les théories de complot. Et donc les Américains, que ce soit dans leur gestion de l'après-intervention, de l'après-invasion de l'Afghanistan ou de l'après-intervention de l'Irak, étaient dans un échec politique total, ce qui explique en partie aujourd'hui les situations tragiques dans ces deux pays. Alors vous dites que les mensonges ont peut-être nourri le complotisme. Est-ce que toutes ces guerres ont également nourri le terrorisme au lieu de le combattre? Oui, on pourrait le dire un petit peu sur ce plan-là, mais il est vrai que l'intervention des Américains en Irak était totalement injustifiée, parce qu'ils ont prétendu, bien sûr, la présence d'armes de destruction massive et même la présence d'Al-Qaïda, ce qui était faux à l'époque. Al-Qaïda a profité de l'intervention des Américains donc en Irak pour venir s'implanter, et en particulier Daesh est né en Irak ensuite. Dans les geôles irakiennes, justement. D'où ma question, est-ce que finalement ces guerres contre le terrorisme n'ont pas activé le terrorisme? Daesh peut-être n'existerait pas si les Américains n'avaient pas envahi l'Irak, parce que c'est la branche d'Al-Qaïda en Irak, dirigée par al-Zarqawi, qui est la base, la matrice de Daesh ultérieurement. Alors justement, on parle d'Al-Qaïda, on parle du groupe État islamique. Ce sont les deux principales franchises du terrorisme international en 2021. Qu'est-ce qui les rapproche? Qu'est-ce qui les distingue? Les explications de Florent Krebseg. Deux attaques qui ont fait date. New York, 11 septembre 2001. Paris, le 13 novembre 2015. Al-Qaïda pour la première et Daesh pour la seconde. L'objectif pour les deux organisations, l'extension de la loi islamique par-delà les frontières. Mais les stratégies n'ont pas été les mêmes. Al-Qaïda est né en Afghanistan mais a très vite procédé à des alliances. Des franchises sont apparues au Maghreb, au Yémen ou encore au Sahel. L'État islamique a immédiatement fondé un califat en Irak et en Syrie et a compté sur le recrutement de combattants venus du monde entier. Il y a une grosse différence pour le moment qui perdure entre Al-Qaïda et Daesh. La différence d'Al-Qaïda qui a pratiqué cette croissance externe par le biais des partenariats et des filiales, eh bien l'État islamique s'est dilué à l'international par le biais d'une ubérisation finalement.
Résultat, grâce notamment aux réseaux sociaux, l'État islamique a attiré en Irak et en Syrie près de 25 000 étrangers venus de 80 pays. Pour les attentats en Occident, Daesh a compté sur des actes isolés. Un homme, seul, au volant d'un camion le 14 juillet 2016 à Nice, ou 2 semaines plus tard, et toujours en France, l'assassinat au couteau d'un prêtre. Un mode opératoire isolé qui n'a rien à voir avec les attaques massives et concertées d'Al-Qaïda aux États-Unis il y a 20 ans, à Madrid en 2004 ou encore à Bombay en 2008. Les attaques du 13 novembre 2015 à Paris, revendiquées par l'EI, ont démontré qu'il n'y avait plus vraiment de différence sur le mode opératoire des attentats. Aujourd'hui, les deux entités ennemies s'affrontent sur le terrain afghan. Les talibans, maîtres des lieux, promettent qu'ils n'aideront pas l'allié historique Al-Qaïda et combattront le radical État islamique, si peu enclin au dialogue et auteur de l'attentat de l'aéroport de Kaboul il y a 15 jours. Ce qui s'est passé est à la fois historique et effrayant parce qu'on revient finalement en quelque sorte à l'Afghanistan d'il y a 20 ans qui a été le sanctuaire de quasiment toutes les générations de djihadistes. Le problème, c'est qu'on n'a plus d'observateurs ou quasiment plus aucun sur le terrain et puis surtout, on a bien vu à quel point la rhétorique des talibans tranche avec ce qui se passe réellement. L'État islamique sans califat, Al-Qaïda en perte de vitesse. Les deux entités, même si elles venaient à disparaître, ont fait naître suffisamment de vocations pour faire vivre encore longtemps l'idée du djihad. Ziad Majed, l'Afghanistan est la nouvelle terre d'affrontement entre ces deux groupes terroristes ? Oui, il peut y avoir des affrontements parce que l'État islamique du Khorasan essaye de s'imposer là-bas, sauf qu'il n'y a pas une assise sociale ou ethnique en Afghanistan. Les talibans, par contre, qui sont plus proches de Al-Qaïda, peuvent profiter ou peuvent être accueillis par une partie de la population, par les Pashtuns, et ils ont aujourd'hui une certaine reconnaissance indirectement ou directement par des puissances de la région comme du monde. Donc il peut y avoir un affrontement. Mais c'est là qu'ils vont tester leur force l'un par rapport à l'autre. Je ne pense pas que l'État islamique est capable de contrôler des régions. Il peut, par contre, mener des opérations de suicide, des kamikazes. Il peut y avoir des explosions, des assassinats. Mais au niveau du contrôle territorial, les talibans sont bien en place. Et à mon avis, ils vont mener une guerre contre Daesh pour se montrer plus fréquentable par rapport aux puissances de la région et du monde. Je voulais juste revenir sur une idée par rapport à ce qui a été qualifié de terrorisme, ne pas considérer qu'il y a des racines qui sont à la fois politiques, qui sont sociales, et considérer que c'est juste un phénomène qu'on bombarde ou qu'on essaye d'éradiquer sans compréhension des sociologies politiques, sans voir les injustices faites à des sociétés comme la société afghane, comme la société irakienne, comme la société syrienne, libyenne, palestinienne, etc. C'est-à-dire, vous dites que le terrorisme trouve son principal terreau dans l'injustice, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Absolument, dans l'injustice, dans le nihilisme, dans la haine du monde, dans la colère et la frustration d'une grande partie de la population de cette planète. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça suffit à expliquer le terrorisme ? Je dis qu'il y a aussi une autre raison, mais qui est moins abordée, c'est-à-dire que c'est l'islam conquérant, c'est le djihadisme, parce que les deux organisations ont tout de même une base commune, c'est l'islam radical, c'est-à-dire un retour à l'islam des origines, à l'islam des textes. Et ce qui met très mal, en très mauvaise position, tous les docteurs de la foi, parce qu'en réalité, ceux qui respectent les textes, c'est Al-Qaïda et l'État islamique. Et c'est terrible à le dire. Non, je suis désolé, mais là, ça c'est un très grand sujet. Il y a énormément de possibilités de lire et d'interpréter les textes religieux. On ne peut pas les... sinon, le raccourci serait de dire que 2 milliards de musulmans sur cette planète doivent ressembler à Daesh et Al-Qaïda. Sauf qu'aujourd'hui, Daesh et Al-Qaïda sont des phénomènes marginaux dans le monde musulman où il y a 2 milliards de personnes et on ne peut pas du tout faire ce genre de raccourci. Par contre, est-ce qu'il y a des bases idéologiques pour ce genre de comportement ? Oui, comme dans toute doctrine. Et une grande partie aussi du mode opérationnel de Daesh, de Al-Qaïda et des régimes arabes criminels est inspiré par les Européens, par les nazis, par les fascistes qui sont chrétiens et de tradition judéo-chrétienne et athées. Donc on ne peut pas aller dans des raccourcis de ce genre. Ziad Majed.